Je souffre d'hypoparathyroïdie depuis janvier 2013. Afin de vous livrer mon témoignage, j'ai préféré ordonner mon récit par écrit et vous le lire. Être hypoparathyroïdien signifie avoir du mal à se souvenir de tout ce qu'on veut dire et se sentir submergé par tout ce qui nous vient à l'esprit. Il faut donc aussi savoir s'adapter et trouver des astuces. Depuis toutes ces années, j'ai tellement de choses à raconter sur ce qui m'est arrivé, sur ce que j'aurais aimé savoir avant et après l'opération, et sur les bouleversements que ça implique au quotidien. L'histoire commence il y a 30 ans. Un médecin du travail trouve ma thyroïde volumineuse à l'examen clinique. Mes résultats biologiques sont dans les normes. J'ai tous les 4-5 ans une écho thyroïdienne. La situation reste stable jusqu'en 2012, quand 2 nodules grossissent et que je bascule en légère hyperthyroïdie. Je garde un très bon souvenir de cet été-là. J'ai découvert la course à pied, j'adore ça. J'ai 44 ans à l'époque. Je suis pleine d'énergie. Je travaille à temps plein, je m'occupe de mes 3 enfants, je fais du sport, je jardine et je suis investie au niveau associatif dans ma commune. J'ai profité des avantages de cette hyperthyroïdie modérée qui me permet de vivre à 100 à l'heure sans être fatiguée. C'est le top. Mais tout s'enchaîne. Une scintigraphie, une consultation chez l'endocrino qui m'oriente vers un chirurgien. La consultation chez le chirurgien confirme l'indication opératoire de l'endocrinologue. Il me parle des risques de l'opération en me citant ceux liés à l'atteinte des cordes vocales que je connaissais et je découvre l'existence des parathyroïdes. Il me parle de ces glandes qui peuvent être bousculées par l'intervention et ne plus bien fixer le calcium, mais précise que c'est un inconvénient transitoire corrigé par du calcium en prévention juste après l'opération. Je suis sage-femme et du coup je vais le comparer à une hypocalcémie transitoire du nouveau-né. Évidemment, il ne me dira aucun mot sur les symptômes de l'hypocalcémie ni sur l'hypoparathyroïdie. Comme il a l'air d'en parler comme un point de détail anodin, je ne cherche pas plus à me renseigner sur le sujet, car en fait je suis surtout inquiète à l'idée que les nodules soient cancéreux. Il me rassure en disant que la seule chose qui changera dans ma vie sera la prise quotidienne d'un comprimé d'hormones thyroïdiennes et que l'intervention réglera le problème du goitre et surtout des 2 nodules suspects. Je décide de suivre les préconisations de ces médecins et subis une ablation de la thyroïde le 18 janvier 2013. Les suites opératoires, elles sont horribles pour moi. J'ai très mal à la gorge, il m'est difficile de déglutir et encore plus de m'alimenter. Je dois rester alitée 24 heures sans qu'on m'explique pourquoi. Mon premier lever est extrêmement difficile, je suis sans force, il m'est impossible de tenir debout. Je signale que je suis très fatiguée, mais on me répond que c'est normal, que c'est dû à l'anesthésie. Je signale des fourmillements dans les mains, dans les jambes, sur le visage, mais on me redit que c'est normal. Ma sortie est différée car ma calcémie est basse. Mon résultat est de 79 mg par litre le premier jour, 64 le deuxième, alors que la norme est de 88 à 106. Le deuxième jour, je fais ma première crise de tétanie sans comprendre ce qui m'arrive. Heureusement qu'une aide-soignante était présente dans la chambre car j'aurais été dans l'impossibilité d'appuyer sur la sonnette tellement la crise s'est déclenchée vite. Je me retrouve perfusée en urgence et on m'injecte du calcium qui libère de suite mes muscles contractés. Je ne comprends toujours pas ce qui m'arrive, j'ai besoin de dormir en permanence, je suis angoissée qu'une autre crise survienne. J'ai en permanence des fourmillements dans les membres, dans le visage et les mains qui se crispent, je suis épuisée. Le lendemain, ma calcémie est un petit peu remontée, elle passe de 64 à 72 et on me dit que je peux sortir, mais sans me donner de consignes particulières. Les premières semaines à la maison sont difficiles, je dors sans arrêt, je n'ai pas de force. Je n'assume aucune tâche ménagère, aucun repas. Je prends 3 grammes de calcium par jour et mes calcémies de contrôle oscillent entre 64 et 70 mg par litre. Je ne comprends pas pourquoi ma calcémie ne monte pas alors que je prends autant de calcium tous les jours. 10 jours après l'intervention, je revois le chirurgien pour la visite post-opératoire. Devant mon état de faiblesse, il me demande de faire en urgence une calcémie au laboratoire de l'hôpital, tout en me disant de ne pas m'inquiéter, que ma cicatrice est belle. Le résultat sera de 68 mg par litre et personne ne s'inquiétera de ce résultat. Je suis seule chez moi toute la journée, je suis toujours aussi faible et toujours aussi symptomatique. Je me souviens de 2 personnes plus âgées que moi dans la salle d'attente.
qui ont subi la même intervention le même jour. J'ai perçu pour la première fois que ma situation n'était pas normale. Ces personnes avaient bonne mine, ne semblaient pas affaiblies. J'étais la seule à être livide et sans force. Je sentais l'inquiétude de mes proches, qui me posaient des questions du style « ça va toujours pas mieux ? Pourtant maintenant ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines que tu as été opérée ?» 5 semaines après l'intervention, arrive le rendez-vous auprès de l'endocrinologue, qui m'informe du diagnostic d'hypoparathyroïdie. J'en ai retenu 2 choses. Les chances pour que ma calcémie remonte étaient minimes selon lui, et la gestion de l'hypoparathyroïdie sur le long terme était compliquée. Naïvement, j'ai pensé que je parviendrais moi à m'en sortir, que je pourrais réguler ma calcémie et que ça irait. Moi, j'allais y arriver. Je débute alors la prise de Rocaltrol avec l'espoir qu'il sera la solution pour améliorer mon état. Et en même temps, je ressentais beaucoup de colère qu'on ne m'ait pas prescrit ce traitement plus tôt. Mais cet espoir a été vite déçu, car la calcémie s'est un peu améliorée, mais mes symptômes ont persisté. J'ai repris le travail au bout de 3 mois d'arrêt maladie. En n'ayant qu'une seule idée fixe, il faut que tu reprennes. Cependant, cette reprise a été une erreur. Je me suis mise en danger maintes fois par de l'épuisement, de la somnolence, par le manque de vigilance, les crampes, les paresthésies qui survenaient plus de 10 fois par jour. J'ai eu ces symptômes dans de multiples situations, dont certaines dangereuses comme en conduisant ma voiture. J'ai eu plusieurs accidents domestiques dus à la faiblesse et le manque de concentration. Je me suis coupée dans un doigt avec un couteau et eu une suture du pavillon de l'oreille suite à une chute. J'ai été poursuivie en voiture et agressée verbalement par un automobiliste foudrage à qui j'avais fait un refus de priorité par manque de vigilance et d'épuisement. Je suis passée par toutes les phases possibles. J'ai pensé que je parviendrais à stabiliser mes symptômes avec un traitement adéquat. J'ai pensé que je serais plus forte que la maladie. Puis, j'ai tenté de faire comme si je n'étais pas malade, en poussant mon corps à bout physiquement. Je voulais aussi inconsciemment le punir d'être si faible. J'ai culpabilisé de ne pas aller bien. Je suis passée par des phases de colère, de déni, de révolte, mais aussi d'autres d'anéantissement, d'épuisement, de perte du goût de vivre. Je me suis sentie coupable de ne pas avoir choisi le bon chirurgien, coupable d'avoir fait confiance, coupable de ne pas avoir fait plus de recherches avant l'opération. Bref, je m'en voulais terriblement d'être dans cet état et d'être une charge pour ma famille. J'ai consulté 2 endocrinologues. Le premier m'a prescrit des doses standards de Rocaltrol et de 1-alpha. Mes calcémies n'ont jamais dépassé les 82 mg par litre durant les 3 premières années de la maladie. Je restais très symptomatique, mais il ne regardait que mes résultats biologiques et me disait que ma calcémie n'était pas si basse que ça. Il avait l'air de prendre les choses à la légère, n'était pas très disponible et je me sentais seule à gérer ma maladie sans savoir comment faire. Puis, après une grande période de découragement, j'ai consulté ailleurs pour avoir un autre avis. Le second médecin a majoré les doses de mon traitement, car a évalué que j'étais sous-dosée. Cette augmentation du traitement d'un alpha m'a permis de me sentir moins faible, mais les douleurs et la fatigue persistaient. Et en parallèle, ma calciurie a presque doublé, ce qui m'inquiétait beaucoup. Très empathique au début de la prise en charge, ce médecin a fini par être moralisateur au fur et à mesure que ma calcémie était dans les normes basses, mais que je persistais à avoir des symptômes. Je me suis vue dire qu'il fallait arrêter d'accuser l'hypoparathyroïdie de tous mes problèmes et qu'on pouvait être fatigué pour d'autres motifs. Une seconde fois, je me suis sentie abandonnée. En plus des symptômes quotidiens persistants, les crampes, les paresthésies, les douleurs musculaires intenses, la fatigue extrême, la déprime, les fourmillements, le brouillard cérébral, la sensation d'être dépassée, j'ai eu de nombreux épisodes d'hypocalcémie aiguë et de crise de tétanie. Ces épisodes m'ont littéralement terrassée physiquement et marquée moralement. Ils ont été occasionnés souvent par un manque d'absorption des médicaments suite à des infections avec de la fièvre ou des interactions avec d'autres médicaments comme par exemple des corticoïdes. Je me revois débarquer par les pompiers dans des urgences bondées, attendre 3 heures dans un couloir sur un brancard pour être prise en charge, tout en ayant les mains en forme de mains d'accoucheur, la bouche en forme de museau de tanche et tous les muscles contractés durant toutes ces heures. J'étais incapable de parler, tellement ma bouche était crispée, j'avais très mal, j'étais terrifiée, j'avais du mal à respirer. Puis quand est arrivé mon tour, subitement, j'ai senti un vent de panique. Il fallait me mettre tout de suite en déchocage. Je me suis sentie soulagée d'être enfin prise en charge.
libérée de ces contractures par une ampoule de calcium injectée en urgence dans mes veines, mais aussi stressée par cette agitation soudaine autour de moi qui témoignait de la gravité de la situation. De cet épisode d'hypocalcémie sévère en 2015, s'en est suivi 4 jours d'hospitalisation et 10 séances d'EMDR pour lutter contre cet épisode traumatisant durant lequel je me suis vue mourir. Plus récemment, l'été 2020, mon hypoparathyroïdie a été grandement déséquilibrée par une prise de corticoïdes prescrite par un médecin dans un contexte de douleur dorsale et qui ne savait pas, moi non plus d'ailleurs, que même une prise ponctuelle pouvait être dangereuse. 3 semaines d'hospitalisation étaient nécessaires pour rétablir l'équilibre du traitement. J'ai mesuré à quel point on est vulnérable quand on souffre d'une maladie peu connue. Malgré mes demandes, puis mes supplications et les explications de ma famille, les médecins du SAMU et des urgences ne m'ont pas administré de calcium alors que je présentais tous les signes cliniques de la crise de tétanie. On est trop souvent étiqueté spasmophile ou angoissé. Ce n'est qu'après appel de mon médecin du centre de référence que le protocole préconisé par le PNDS a été appliqué. De 2013 à 2017, j'ai tenté de me documenter sur l'hypoparathyroïdie, mais mes recherches étaient peu fructueuses. Puis un beau jour de 2017, j'ai découvert l'existence de l'association Hypoparathyroïdisme France. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Enfin, je n'étais plus seule. En lisant les informations sur le site, je pouvais faire le lien avec tous mes symptômes. Oui, ils étaient bien dus à l'hypoparathyroïdie. Depuis, j'ai appris beaucoup de choses sur les conséquences du manque de parathormones. J'ai compris qu'on pouvait avoir une calcémie dans les normes et ne pas se sentir bien pour autant. J'ai reçu du soutien, j'ai pu rencontrer des personnes souffrant de la même maladie. J'ai pu mesurer combien les parcours étaient difficiles mais qu'ensemble on était plus forts. J'ai eu envie de m'investir également pour d'autres malades avec cette équipe qui m'a tant apporté. J'ai aussi eu l'information de l'existence de centres de référence pour cette maladie. En ai parlé à mon médecin traitant qui m'y a orienté en 2018. Je suis actuellement suivie par un médecin qui connaît la maladie, comprend les symptômes et sait gérer le traitement. Et ça change tout. Ma calciurie restant largement au-dessus des normes, avec une calcémie trop basse, il a été préconisé un traitement par Forsteo qui a été débuté début juillet 2018. Ce traitement m'a permis de gagner en qualité de vie, même si des symptômes persistent. On ne pourra jamais revenir à l'état antérieur avec une sécrétion naturelle d'hormones. J'ai cependant plus d'énergie, ne ressens plus de paresthésie ni de fourmillement, j'ai moins d'épisodes dépressifs et moins profonds. Cependant, l'effet sur la fatigue et la concentration est moins net. Ce traitement reste un traitement médicamenteux d'une fraction de l'hormone manquante et elle n'a pas les mêmes effets qu'une hormone naturelle. Le quotidien reste difficile car il implique d'être à l'écoute de son corps et de modérer ses activités et de limiter le stress. Il est compliqué de maintenir une activité professionnelle, de réorganiser sa vie avec la maladie. Il est compliqué d'accepter qu'il y a des jours avec et des jours sans et qu'on ne peut pas anticiper sur comment seront ces jours. Il est compliqué d'expliquer avec des mots l'intensité de ce qu'on peut ressentir. Il est difficile d'accepter de ne pas pouvoir tout gérer, de devoir compter sur l'aide de ses proches. En parallèle, la maladie implique de réaliser de nombreuses démarches administratives qui prennent du temps et de l'énergie. Il faut se débrouiller avec les différentes demandes, RQTH, ALD, carte mobilité inclusion, priorité. Au niveau de mon travail, je bénéficie d'une RQTH qui a permis un aménagement de poste. Mais si sur le papier on peut lire que le travail doit s'adapter à la personne handicapée, dans la vraie vie, il est difficile de faire appliquer ces mesures. On se heurte aux préjugés et aux personnes qui ne comprennent pas ce qu'est le handicap invisible. Cet aspect de ma vie reste problématique à ce jour. J'ai néanmoins beaucoup de chance dans mon parcours car cette maladie m'a permis d'avoir du soutien au sein de l'association Hypoparathyroïdisme France et car je bénéficie d'un suivi spécialisé et d'un traitement par parathormone de synthèse. D'autres malades n'ont pas cette chance et ne disposent que du traitement conventionnel de 1-alpha ou rocaltrol et restent très symptomatiques. On ne peut pas refaire l'histoire et les regrets ne servent à rien. Cependant, si c'était à refaire, j'aurais aimé qu'on m'informe sur les risques d'hypoparathyroïdie définitive et ses symptômes. On m'a juste évoqué une hypocalcémie transitoire et jamais une hypoparathyroïdie définitive. Les deux n'ont vraiment rien à voir.
En post-opératoire, j'aurais aimé un discours sincère et réaliste sur mon état, qui m'aurait évité de culpabiliser de ne pas être bien, de ne pas me mettre en danger par une obstination déraisonnée à retrouver mes activités, car je pensais que ça allait rentrer dans l'ordre comme on me le certifiait. J'aurais aimé être orientée plus rapidement vers des médecins spécialisés alors que l'équilibre de mon traitement restait difficile. Cependant, le regain d'intérêt pour cette maladie rare dans les congrès scientifiques, la parution de recommandations pour le suivi des malades et la perspective de pouvoir bénéficier de programmes d'éducation thérapeutique nous laissent beaucoup d'espoir.